Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est sans doute une des histoires les plus tristes qui nous a été présentée depuis les débuts de Ciné-Cadeau. On part en vitesse de croisière intersidérale et on regarde les maîtres du temps pour y retrouver des bons et des moins bons souvenirs. Les Maîtres du Temps est un film d'animation franco-hongrois sorti le 24 mars 1982. Une adaptation réalisée par René Laloux et le BDiste Jean Giraud, dit Moebius, inspiré du roman de science-fiction L'Orphelin de Perdide de Stéphane Wöhler. Le film est une coproduction principalement des studios Télécip et TF1 Film Productions. L'animation fut réalisée en Hongrie par le Pannonia Film Studio. Au Québec, le film a été présenté à seulement 2 reprises durant Ciné-Cadeau, soit le 20 décembre 1986 et le 26 décembre 1988. Et certains d'entre nous ont eu la chance de le voir à 3 occasions durant le mois de février 1985 sur la chaîne Super Écran. Et sur ce, on ferme les lumières, on s'installe confortablement avec un bol de popcorn et on démarre la bonne vieille VHS. Notre histoire commence dans une aire déserte de la lointaine planète de Perdide, où un homme et son jeune fils sont en fuite à bord de véhicules tout-terrain. D'un ton affolé, l'homme envoie un appel à l'aide à son ami Jafar pour qu'il vienne le secourir. Des créatures voraces nommées frelons les pourchassent et se rapprochent rapidement. Pour ajouter à leur malchance, leur véhicule est détruit après avoir percuté un rocher. Les 2 occupants sont encore en vie, mais l'homme est lourdement blessé et coincé à l'intérieur. Mais le temps presse et les frelons continuent de s'approcher. Il donne sa radio à son fils Piel et lui ordonne d'aller se mettre à l'abri dans une forêt avoisinante en attendant les secours. Au fond de l'espace, on fait la rencontre de Jafar dans son vaisseau spatial. Cool, relax, et de toute évidence, sans peur et sans reproche devant les dangers et l'inconnu. Bravo, mes félicitations. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Et que faites-vous? Regardez, nous avons failli prendre ce météore sur le crâne pendant que vous faisiez la sieste. Je ne comprends pas. Je croyais que le dispositif de détournement était automatique. Oui, mais uniquement pour les masses inférieures à 10 000 tonnes. Bon, je ne savais pas. Vous ne savez pas grand-chose. Donc ça veut dire que le système automatique est seulement capable de contourner des petits objets, mais quand ça devient trop gros, donc on est capable de voir de plus loin, le système devient complètement inutile. C'est pas vraiment encourageant de savoir que même dans un lointain futur, le pilote automatique de Tesla s'est pas amélioré. Le danger évité, Jafar prend enfin connaissance du message de son ami Claude. Maintenant au courant de la situation, il arrive à joindre Piel pour le rassurer et lui dire que les secours sont en route. Un changement de cap est donc planifié, mais ça ne fait pas l'affaire de ses passagers. Le prince Maton et sa sœur sont en cavale après avoir fui leur planète avec la moitié du trésor public et ont payé Jafar grassement pour les escorter en sûreté. Jafar n'en fait pas de cas et part rapidement à la rescousse du jeune garçon. Non, mais il a raison de ne pas se précipiter. Il pourrait risquer de faire un accident. C'est pas comme si que la vie d'un enfant est... Ouais, bon, ben, ça finirait. Ben oui, je plaisante. Donc Jafar fait un premier arrêt sur la planète David's Bowl pour demander de l'aide à son vieil ami Silbad, qui aurait une bonne connaissance de la planète Perdide. Silbad confirme effectivement le danger qui guette Piel, mais pour l'instant, il reste en sécurité car il est caché dans des dolombes. Ils en profitent pour discuter un peu et profiter du paysage. Au point où on en est, c'est pas une coupe d'heure qui va faire une différence. Alors, pendant que Jafar fait la sieste, Silbad en profite pour veiller sur Piel en lui apprenant quelques chansons ludiques et enfantines. Je trinquais verre sur verre, comme un fameux gazelaire, en buvant plusieurs coups devenant du même coup. Le premier sous l'ographe de notre bel espace. Le premier sous l'ographe de notre bel espace. Chanter une chanson à boire à un enfant? Ces belles paroles ont enfin donné soif à Piel qui veut maintenant boire de l'eau. En tant que bon adulte responsable, Silbad lui recommande le jus de fruits ressemblant à une grosse fraise. Écoute, je connais un fruit dont le jus est bien meilleur. Est-ce qu'il y a des espèces de fraises géantes là où tu es? J'en vois une là-bas.
Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu vois ces grosses taches molles dessus? Oui? Bon, crève-les avec le bout des doigts. Il va couler un liquide qui est bien meilleur que de l'eau. Voyons, tu es fou, Silbad. D'abord, tu lui chantes des chansons d'ivrogne, et maintenant, voilà que tu essaies de le saouler. Dans sa grande sagesse, Silbad explique que c'est sans danger, et que pendant ce temps-là, il va rester tranquille. Comme quoi ça serait nocif que s'il en buvait pendant des mois. Du coup, comme le voyage semble s'étirer un peu, par le temps qu'ils arrivent sur Perdide, ils vont soit tomber sur un cadavre écervelé, ou un alcoolique de 5 ans. Cheers! Comme le petit s'est endormi après sa première cuite, il n'y a pas d'urgence. Alors on en profite pour faire une petite saucette. Peu de temps après, une des sorcières, une sorte de fleur couvrant la planète David's Ball, s'ouvre pour laisser jaillir des dizaines de petites créatures dont Silbad dit qu'ils sont télépathes. 2 d'entre eux sont coincés et Silbad s'emprête d'aller à leur rescousse pendant que Jafar et Belle assistent au spectacle. Non, mais là, je ne ferai pas la blague, mais j'avoue que rendu à ce point-là, ça arriverait pour de vrai, je serais plus vraiment surpris. Après cette petite pause, Jafar annonce enfin qu'ils sont sur le point de repartir pour sauver Piel. Je parierais ma chemise que tu aimerais abandonner le prince ici. Certainement pas. Toi et ton code de l'honneur. Avouez que franchement, éthique ou non, il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas le laisser là. Le prince est en cavale, il a besoin d'une place pour se cacher. L'endroit semble assez isolé et confortable. Et à regarder le paysage, je dirais pas non pour y passer une couple de jours de vacances. Il aurait pu se la couler douce en attendant de se faire oublier. Jafar l'aurait pas eu dans les pattes, il aurait pu venir le récupérer en raccompagnant Silbad à la fin de sa mission. Toujours en train de dormir, Piel se fait réveiller abruptement par une étrange créature qui lui vole sa radio. Oh pardon, Mike, pensant que c'est un œuf. Piel tente de le reprendre, mais sans succès. Et comme ça fait un bon moment qu'ils lui ont parlé, Jafar et Silbad commencent à s'inquiéter. Et Silbad fait recours à une technique, disons, un peu créative pour attirer l'attention de Piel. Mike, c'est toi qui as poussé ce drôle de cri? Ils organisent une rencontre pour évaluer la situation de Piel et surtout parler des dangers potentiels qu'ils guettent. Mais ils sont soudain interrompus par 2 passagers clandestins. Jade et Yula, les 2 télépathes que Silbad avait secourus plus tôt, ont décidé de les suivre dans leur aventure. Ces créatures peuvent littéralement sentir les mauvaises pensées des humains. Et durant le voyage, ils vont avoir plusieurs discussions entre eux permettant d'interpréter certaines situations et aussi de tenter de comprendre les humains et leurs pensées. Et justement, parlant d'odeur... Dites donc, ça pue ici. On ne parle pas comme ça devant les dames. Mais l'odeur semble rapidement s'estomper juste au moment où le prince Maton s'éclipse subtilement. Il discute avec Piel et l'encourage à aller se baigner dans les eaux profondes et ainsi risquer une noyade. Mais Belle arrive juste à temps pour contrer ses plans et le prince Maton est rapidement incarcéré et son trésor jeté dans l'espace en termes de punition. Mais sa colère dégage une odeur tellement nauséabonde que Jade et Yula en tombent malades. Et ils peuvent plus supporter son esprit belliqueux. Mais comme tout ce qu'ils souhaitent, c'est de s'échapper pour se rendre sur la planète Gamadis, qui est tout près, pourquoi pas simplement le laisser partir? Comme ça, il serait plus près avec lui et tout le monde serait content. En gros, Jade et Yula sentent qu'il y a un esprit malin sur Gamadis. Et le prince Maton n'a aucune chance de s'en sortir. Ce qui, dans tous les cas, réglerait leurs problèmes. Soudainement, je les trouve pas si innocents, ces deux-là. Pour assurer et aider Piel à s'endormir, Belle décide de lui chanter une berceuse improvisée, rappelant à Jade et Yula qu'à beau être télépathes, ils aimeraient bien en revanche être sourds. Méfie-toi aussi des trous noirs, méfie-toi, petit... La berceuse est interrompue par un signal avertissant qu'une navette s'est éjectée du vaisseau. Et après avoir sagement déduit que la seule personne qui n'est pas dans la pièce est probablement celui qui s'est échappé, C'est le prince. Jafar part à la poursuite du prince Maton. Il se retrouve sur une planète aux apparences désertes, mais se fait rapidement prendre par surprise et capturé par des êtres aux apparences angéliques.
Jad et Hula, qui s'étaient faufilés dans la navette de Jafar, viennent à son secours. Mais malheureusement trop petits et trop faibles pour le détacher, Jafar leur ordonne de retourner dans la navette et de dire aux autres de repartir sans lui pour aller chercher Piel. Hula accepte le plan sans hésitation, mais Jad s'y oppose rapidement. Tu sais parfaitement ce qui resterait de Jafar dans quelques heures si on l'abandonnait ici. Ah mais je suis de taille à me défendre. Hein. Pas contre ça, Jafar. Pas contre cette chose. Jad et Hula ont à peine le temps de se sauver et Jafar se fait emmener vers le cœur central pour se faire assimiler, où il retrouve le prince Maton qui a aussi été capturé et fait face au même destin. Jafar lui explique le plan que Jad lui avait présenté, qui pourrait être leur seule porte de sortie, bien que fatale. Quand nous serons absorbés à l'intérieur, quand cette chose va tenter de nous transformer en marionnettes béates, nous devrons nous haïr nous-mêmes, nous nier de toute la force de notre esprit. Nous devrons devenir fous furieux afin que cette chose elle-même devienne folle, mais même si nous y parvenons, nous y laisserons notre peau, et notre âme aussi. Étonnamment, le prince Maton est d'accord avec le plan et reconnaît que de toute façon, son corps et son âme ne valent pas grand-chose et n'a plus rien à perdre. Il demande à Jafar de prendre bien soin de sa sœur avant de se jeter seul dans le cœur de la chose. Cette dernière réagit violemment à l'esprit chaotique de Maton. Elle devient troublée et hystérique au point de s'autodétruire, ce qui cause un affaissement de la caverne où il se trouve. Les pantins souffrent aussi et plusieurs se font emporter par les éboulements, mais certains sont plus chanceux et arrivent à regagner leur individualité. Jafar arrive enfin à se libérer et à s'échapper de la grotte avec quelques survivants. Il a à peine le temps de voir une dernière fois le prince Maton en train de se faire engouffrer par la chose. Quand j'étais petit, j'avais gardé des forts souvenirs de ce film-là. Cette scène-là, c'est celle que je me rappelle le plus. Jafar revient au vaisseau spatial amenant avec lui les survivants de Gamma 10, juste à temps pour attraper la comète qui va leur permettre de gagner de la vitesse pour rejoindre Perdide. Pendant ce temps, Piel fait la connaissance d'une étrange créature qu'il va appeler Ouin Ouin, qui le prend avec lui après avoir perdu son troupeau. Ouin, viens, on va aller chercher ensemble. Comble de malheur, comme si le temps n'était pas déjà assez serré, Jafar et son équipage sont interceptés par des patrouilleurs de la Réforme. Visiblement un groupe autoritaire ayant contrôle sur cette partie de l'espace. Comme ils n'ont pas d'autre choix que de les laisser entrer à bord, Jafar rassemble l'équipage secouru pour y trouver une solution à leur présente situation. Il s'adonne qu'un des membres du groupe est une sorte de métamorphe pouvant imiter n'importe qui ou n'importe quoi. Ils vont donc se servir de lui et de ses talents pour berner les soldats et s'emparer de leur vaisseau. Capitaine, vous avez fait une belle prise. Garde, procédez au transfert à notre bord. De retour sur Perdide, Piel avise Mike de la découverte d'une caverne et s'y dirige avec son nouvel ami pour s'y abriter. C'est là que je pense que Piel commence à comprendre qu'il est vraiment dans le trouble. Et que moi, je vais moins bien dormir ce soir. Avec son ami Ouin Ouin visiblement mort et Mike perdu au fond de la grotte, Piel est seul et à découvert. Mais un bruit étrange derrière lui attire rapidement son attention. Il se retrouve face à un frelon. Des frelons. Beaucoup de frelons. L'équipage s'inquiète grandement car ils n'ont plus aucun contact avec Piel depuis bien trop longtemps. Mais ils arrivent justement en orbite autour de Perdide. Et au moment où ils s'apprêtent à amorcer leur approche, ils sont pris par surprise par un phénomène étrange. Les étoiles, elles s'éteignent dans le secteur de Perdide. Les étoiles semblent disparaître et sont de plus en plus affectées par des niveaux anormaux de radiation. Le vaisseau se retrouve en panne et à la dérive. Jafar, Silbad et Bell sont inconscients. Vous approchez de la zone interdite de Perdide. Ils sont éventuellement secourus par l'équipage d'une station spatiale. Accélérez et préparez-vous à stopper. Je répète. Une fois réveillé, Bell discute avec un membre de l'équipage et prend connaissance de leur situation, et surtout de l'impact sur leur mission de sauvetage. Avez-vous entendu parler des maîtres du temps et de leur méthode de colonisation accélérée? C'est une race étrange, princesse. Une race capable de manipuler le temps lui-même. Lorsqu'ils décident de coloniser une planète, ils la projettent dans le passé. Dans le cas de Perdide, 60 ans en arrière. Et oui, si près du but. Les maîtres du temps ont causé un déplacement temporel de la planète Perdide, et à cause de ça, ils ne sont pas seulement arrivés trop tard, ils sont arrivés 60 ans trop tard. Bell rejoint Jafar, qui est au chevet du pauvre Silbad, fortement atteint par les derniers événements. Il est toujours inconscient et à l'article de la mort. Mike,
Jafar, quel âge a Silbad? Nul ne le sait. Nul n'a jamais rien su de son enfance et de sa jeunesse. Jadéhula reste à ses côtés. Bien qu'inconscients, ils arrivent à lire ses dernières pensées, mais aussi ses mémoires oubliées. Fermez les yeux, humains, et ouvrez vos esprits. Désemparé, il partage ses souvenirs avec Jafar et Belle. Les souvenirs d'un jeune garçon seul et apeuré, qui court pour fuir un grand danger, sur le point de se faire dévorer par une horde de frelons affamés. Tout à coup, un vaisseau atterrit et vient à son secours. Le pilote l'emmène à bord pour le mettre en sûreté et tenter de le soigner. Piel a finalement été secouru, mais trop tard. Il reste meurtrier et inerte, traumatisé par une mémoire détruite à cause des blessures qui ont affecté son cerveau. Mais au moins, il a survécu. Il a éventuellement guéri. Il a grandi et s'est fait une nouvelle vie. Il a vieilli en ayant oublié son passé. Et Piel est devenu Silbad. Abruptement, la projection des souvenirs de Silbad s'éteint. Son esprit s'est refermé et a succombé à ses blessures. L'orphelin de Perdide est mort, humain. Il a quitté notre temps pour entrer dans l'éternité. Une cérémonie funéraire est organisée afin de rendre un dernier hommage à leur ami. Non seulement aux compagnons de voyage, mais aussi au petit garçon qu'il tentait de secourir. On lui remet sa radio, symbole de son ami qui lui avait tenu compagnie et conseil durant sa mésaventure. Son cercueil se referme et est projeté dans le vide de l'espace. C'est sans doute une des fins d'histoire les plus tristes que j'ai vues de ma vie dans un film. Pour un film d'animation, je veux dire. Diffusé à Ciné Cadeau. Tout au long de l'aventure, on avait peur pour Piel, mais on s'attendait quand même à ce qu'il soit sauvé à temps. On est loin des films de Disney avec ses fins prévisibles à la « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Là, il n'y a plus personne d'heureux, il n'y a même plus d'enfants. C'est une fin qui est tragique, mais elle est touchante et pleine d'émotions. C'est pas une happy end, mais je trouve que c'est quand même une belle conclusion. Parce que dans le fond, oui, ils ont échoué leur mission pour sauver Piel. Mais en même temps, malgré toute cette mésaventure, les traumatismes, la mort de ses parents, ils savent qu'il a néanmoins survécu et il a pu avoir une belle et longue vie bien après ces événements. Avec le recul, c'est plus qu'évident que même si c'est un film d'animation, c'était clairement pas visé pour les enfants. Malgré ça, quand j'étais petit, ce film-là m'a vraiment marqué. Et je parle pas de traumatisme ou de potentiel de cauchemar. J'ai sincèrement aimé ce film-là. Parce que si je l'ai vu à peine quelques fois, il y a plus de 30 ans, j'en ai gardé tellement de souvenirs que c'est comme si je l'avais vu une dizaine de fois. Pendant très longtemps, j'ai cherché à vouloir le revoir encore. Et c'est pas à défaut de chercher. Je dois avoir passé presque 20 ans à fouiner dans toutes les cassettes et sur le web, et c'est finalement qu'en 2019 que j'ai finalement trouvé une copie. Encore aujourd'hui, je suis captivé par cet univers. L'artiste et BDiste Moebius nous a présenté un monde fantastique illustré par des superbes décors, personnages et véhicules. Si par contre je peux me permettre une petite critique, ce serait au niveau du budget. En effet, par faute de moyens ou par souci d'économie, on peut facilement remarquer une drôle de différence et de constance dans le niveau de qualité visuelle et le rendu final du film. Bien que les décors sont généralement toujours parfaits, on ne peut pas en dire autant pour la présentation des personnages, où à certains instants sont bien illustrés et animés, et au plan suivant, on se retrouve avec des personnages beaucoup moins bien dessinés. Et malgré ça, on peut quand même remarquer la qualité du travail qui a été mis sur ce projet. Et malgré quelques accrochages visuels, je pense quand même que c'est un très bon film d'animation. Et je remercie Radio-Québec de l'époque d'avoir tenté de nous le présenter. Mais j'avoue que c'était peut-être pas un bon choix pour un événement festif et familial comme Ciné Cadeau. Et je pourrais comprendre pourquoi que la chaîne a décidé de retirer de l'horaire. Par contre, présenter à un public averti sur une autre case horaire, en fin de soirée ou durant un autre événement, pourquoi pas lui donner une autre chance? Et on a quand même de l'espoir. En avril 2024, Tamasa Cinéma a annoncé le retour des Maîtres du Temps sur les grands écrans en Europe, offrant une image remasterisée en 4K. On pourrait se croiser les doigts pour qu'on puisse avoir droit à une projection ici au Canada si on est chanceux. Et je souhaite encore davantage une distribution en format DVD ou Blu-ray dont je me ferai une grande joie d'ajouter à ma collection. Et on sait jamais, comme le film est de nouveau en distribution, peut-être que Télé-Québec prendra la décision de nous le présenter de nouveau dans les prochaines années.